20 mois déjà. C'était le 16 septembre 2023 qu'ils formalisaient clairement leur alliance pour se défendre contre les multiples agressions extérieures et le terrorisme téléguidé qui menaçait jusqu'à l'existence même de leur pays. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tous suspendus et sous sanction de la CEDEAO qui menaçait à cet instant d'intervenir militairement à la suite du coup d'État à Niamey, se mettaient ensemble pour faire face. Ce qui au départ était donc un bloc de défense commun va rapidement évoluer puisqu'en mai 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger finalisent à Niamey un projet de texte créant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Désormais, on parle de la même voie. Beaucoup de projets en cours. 20 mois après cette décision lourde de conséquences et pleine d'ambition, qui ne laisse personne indifférent, quel bilan? Bonjour et bienvenue à Parlons Vrai, la tribune d'Afromédia, qui s'est donné pour mission d'évoquer, de débattre sans tabou de toutes les convulsions de notre planète. Un regard sans concession sur le monde. 20 mois après sa création officielle, où en est l'AES aujourd'hui? Plusieurs invités prestigieux sur ce plateau d'Afromédia pour en parler. D'abord, M. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Bonjour, M. Abdoulaye Diop. Bonjour, madame. Merci d'être là. C'est un plaisir. Second invité de ce plateau, M. Bakary Yaou Sangaré, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Merci d'être là. Notre troisième invité de ce plateau est madame Stella Hélène Cabré, la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Burkina Faso, chargée de la coopération régionale. Bonjour, madame la ministre. Merci d'être là. Notre quatrième invité de ce plateau, de Parlons Vrai, le seul qui n'est pas de l'AES, est le professeur Robert Ducé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui organise en ce 2 juin 2025 à Lomé le 3e sommet de l'APA, l'Alliance politique africaine, qui est une ambitieuse plateforme d'une dizaine de pays dont l'objectif est de fédérer les nations africaines éprises des idéaux de panafricanisme. Une plateforme informelle qui prend de plus en plus d'ampleur au regard des pays présents à Lomé au cours de ce 3e sommet. Bonjour, professeur Robert Ducé. Bonjour, cher ami Alain Foucault. Alors, ce n'est un secret pour personne que la naissance de l'AES a suscité tellement de commentaires. D'un côté, ceux plus nombreux sur le continent qui rêvent de voir cet exemple réussir et constituer un modèle de la souveraineté et d'union. Et de l'autre, ceux qui y voient une aventure sans lendemain et qui s'attendent à ce qu'elle se ramasse, qu'elle échoue pour que revienne l'ancien système. Alors, M. Diop, quel bilan aujourd'hui? Que peut-on clairement à cet acte mettre au crédit de l'AES qui est né il y a 20 mois déjà? C'est difficile de faire encore un bilan, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que près d'un an après sa création, l'AES s'est imposée comme une réalité géopolitique qui est là, avec laquelle il faut compter. Et que de plus en plus, les pays de la région et les acteurs à l'extérieur de la région se rendent compte de cette réalité et s'engagent avec l'AES. Depuis sa mise en place, naturellement, les premiers pas ont été de pouvoir vraiment faire fonctionner la structure et adopter une feuille de route. Aujourd'hui, nous fonctionnons par rapport à ces différents éléments. Sur le plan de la sécurité, il y a des forces, des opérations conjointes. Justement, parce que c'est la sécurité qui était déjà le premier élément qui vous permet de vous mettre ensemble pour, on va dire, faire front commun. Est-ce que sur ce terrain-là, il y a eu des avancées? Est-ce qu'il y a moins d'attaques? Est-ce qu'il y a moins de violence? Est-ce que vous gagnez du terrain aujourd'hui? Globalement, le niveau de sécurité, d'insécurité a baissé dans les 3 pays et nos forces armées sont aujourd'hui à l'offensive, gagnent des points, détruisent des bases terroristes, certains se rendent, le travail se poursuit naturellement. Aujourd'hui, il y a des gains importants, même sur le plan de l'équipement, la coordination de nos opérations et le fait qu'aujourd'hui, nos unités travaillent comme dans un seul théâtre d'opérations militaires. Mais pourtant, là, on a écouté récemment au Niger qu'il y a eu des attaques, il y a eu beaucoup de morts, dans des conditions atroces. Alors, de plus en plus, on écoute certains, surtout au nord, dire que non, finalement, la chose s'est plutôt aggravée, que la situation s'est détériorée. Monsieur le ministre. Non, la situation ne s'est pas détériorée. Vous savez, les ennemis, ils font feu de tout bois pour décourager notre population, pour montrer à notre population que nos leaders vont les amener droit dans le mur. Ça ne va pas réussir. Mais et ces pays qui sont là en train de faire de compter les morts,
Où est-ce qu'ils étaient quand il y a eu ces morts? Où est-ce qu'ils sont? Qui est parti sur le terrain pour compter les morts? Les chiffres, c'est à nous de les donner. Ce n'est pas à quelqu'un qui n'est pas sur le terrain et qui n'a rien à voir avec cette opération. Vous avez le sentiment que ces chiffres ne sont pas justes aujourd'hui? Ils ne sont pas justes, c'est clair. Les chiffres ne sont pas justes. Quoi qu'on dise, nous, on ne cachera pas des morts. Parce que c'est perdre notre crédibilité. Mais il y a quelques jours, là, on a vu quand même pas mal de morts. Il y a eu une attaque assez violente. Je vais y arriver. Nous avons eu des morts. Ces morts ont des familles. Ces familles, tous les morts, c'est au Niger, les gens se connaissent. Si on donne des faux chiffres, c'est très facile pour la population de s'en rendre compte. On n'a pas intérêt. Ce n'est pas de notre culture de cacher des morts. S'il y a eu des morts, on va les dire. Et l'attaque qu'il y a eu la dernière, c'est une patrouille, c'est des pirogues, des gens qui étaient dans des pirogues qui ont été attaqués. À la frontière béninoise. À la frontière béninoise, c'est une patrouille, elle a été attaquée. On a arrêté des morts. Les chiffres que les réseaux sociaux, que les médias donnent ne correspondent pas à nos chiffres. C'est vrai qu'on a arrêté des morts et c'est une guerre. Et dans une guerre, il y a toujours des... Mais est-ce que très concrètement, il y a moins d'attaques aujourd'hui qu'avant le départ des forces occidentales? C'est clair, il y a moins d'attaques. Aujourd'hui, si ce n'est pas les attaques sporadiques que nous avons de par-ci, par-là, les terroristes attaquent de moins en moins à nos militaires. Ils savent où sont nos militaires. Ils ne partent pas s'attaquer. Ils s'attaquent à la population qui est sans défense pour faire des actions d'éclat, des actions de com. L'avant-dernière attaque d'ampleur qu'il y a eu au Niger, c'était d'abord un vendredi, les 10 derniers jours de Ramadan, et les gens étaient en prière. Quand les terroristes sont rentrés pour tirer de façon sans discernement sur des fidèles qui étaient en prière, aujourd'hui, les forces se sont adaptées. Avant, il y avait les attaques parce que nos forces étaient stationnées, elles étaient là. C'est quoi la différence aujourd'hui? Les forces bougent ou c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire que d'un coup, ce qui était fort hier, qui faisait beaucoup de morts, est reculé? Qu'est-ce que vous avez de neuf? Il y a plusieurs neufs. Le premier, c'est que le commandement a changé. Avant, c'était des Blancs qui étaient là. Quand il y a des attaques, il fallait attendre 3 heures, 4 heures, il fallait que les Français décident de donner l'ordre de contre-attaquer pour qu'on le fasse. Et ça ne les arrangeait pas. Ils ne le faisaient jamais, en tout cas, ils prenaient leur temps, ils n'étaient pas pressés de le faire. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité ont gagné en autonomie. Aujourd'hui, le commandement est burkinabé, malien, nigérien. Donc, c'est la première des choses qui a changé. La deuxième des choses qui a changé, c'est que nos forces se sont adaptées. Avant, elles étaient stationnées sous forme de détachement. Aujourd'hui, elles sont mobiles. Elles ont des motos, elles circulent en moto. Elles se sont adaptées, c'est-à-dire les chars ont plus ou moins remplacé, les motos ont été remplacées par les chars. Par les chars, bien sûr. Voilà. Donc les motos ont remplacé les chars et puis les unités sont de plus en plus petites. On n'est plus dans la logique où c'est tout un détachement. Ici, aujourd'hui, c'est des petits groupes qui se déplacent et qui communiquent entre eux. Mais pourtant, quand on écoute beaucoup les médias, encore, vous allez dire la rumeur, on a le sentiment qu'il y a des maillons faibles. Certains ont dit que le Burkina, à un moment donné, était le maillon faible. Est-ce parce qu'il est très populaire, le président Ibrahim Traoré, ou est-ce vraiment le maillon faible de l'aventure? Je peux dire que, comme l'a si bien dit le ministre des Affaires étrangères du Niger, actuellement, il faut faire la part des choses. Et présentement, nous comptons sur nos propres forces de défense et nos forces de sécurité intérieure pour mener la guerre. Tout ne peut pas être parfait. Les attaques, on en aura toujours, mais elles sont de moins en moins puissantes parce que le terrain est déjà maîtrisé par nos forces de défense et de sécurité intérieure. Vraiment? Oui. Ils maîtrisent le terrain. Les formations sont de qualité, présentement, et la détermination y est. Les gens sont déterminés à mourir que de lâcher prise. Donc, tout est mis en œuvre pour que la riposte soit de taille. Et quoi qu'on dise, les terroristes aussi ont des stratégies et ils modifient à chaque fois les stratégies. Il faut s'adapter. Et nous sommes dans cette dynamique. Mais est-ce qu'on ne perd pas un peu de terrain? Est-ce qu'il n'y a pas sur place comme ça, à un moment donné, compte tenu du coût de la guerre, le fait que, finalement, eux, ils ont des moyens, on va parler de leurs moyens dans un instant, ils ont des moyens qui sont de plus en plus considérables face à des États qui, malheureusement, n'ont pas tant de moyens que ça. Mais quand même, la réalité est tout autre. Nous avons acquis des équipements à travers nos partenaires
Les nouveaux sincère, partenaires. voilà, sincère, franc. Et Vous avez le sentiment que les Russes sont plus sincères que les partenaires d'avant, les Français? ça, c'est clair. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Et par rapport à Moi, j'ai envie de l'appel... comprendre, hein, excusez-moi. Quand on dit ils sont plus sincères, ça veut dire très concrètement qu'avant, il n'y avait pas de sincérité dans le partenariat. Comment ça se manifestait? C'est pour dire que si on exprime le besoin d'acquérir des équipements, il nous facilite toutes les démarches pour qu'on puisse entrer en possession de nos équipements. Et le partenariat est vraiment sincère et sans embûche. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on ne pouvait pas acheter les armes que l'on voulait. Non, avec certains partenaires, parce que tout était bloqué et vraiment, il fallait vraiment des efforts surhumains pour avoir ce qu'on voulait. Et l'appel lancé par le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, par rapport au fonds de soutien patriotique, les gens ont adhéré, la diaspora a adhéré, et c'est sur la base même de ce fonds qu'on arrive à prendre en charge les forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Volontaires pour la défense de la patrie. Voilà. Alors, on a vu récemment une grosse perte de la part du Mali à la frontière algérienne. De ce côté-là, qui a tendu les relations entre le Mali et l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que ça veut dire que, quelque part, il y a des terroristes qui sont cachés dans le nord, qui viennent frapper le Mali? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu une telle perte? Là, il n'y a pas de doute. Hein. Vous avez parlé, il faut qu'on n'essaie pas d'interpréter les attaques en essayant de lire les événements. On est dans quoi? Ce contre quoi on lutte, c'est des groupes terroristes qui sont sponsorisés par des États de la région et par des États étrangers qui leur donnent des moyens importants pour pouvoir regagner la place qui a été perdue. Donc nous ne sommes pas en train de lutter contre les jeunes gens enturbanés qui sont en face de nous. C'est des guerres par procuration. Alors qui seraient ces États sponsors? L'Ukraine a assumé ouvertement, mais nous ne sommes pas dupes. L'Ukraine elle-même n'est que le casse-sexe d'une coalition de puissances tapis derrière l'Ukraine, y compris la complicité d'États de la région. Et les États de la région, c'est qui? Écoutez, sur votre plateau, je ne vais pas nommément citer, mais vous avez parlé de l'Algérie. Nous savons. Il y a récemment même un drone malien a été abattu à la frontière algérienne. Nous savons que des groupes armés, des groupes terroristes maliens sont en Algérie et qui viennent nous attaquer de là-bas, qui repartent là-bas. Et c'est ce que nous avons demandé à l'Algérie, qu'elle cesse tout soutien à ces groupes, parce que les relations entre les deux pays ne peuvent pas être fondées sur ça. Et ceci n'est pas acceptable pour notre pays. Donc, nos problèmes internes sont nos problèmes internes, et surtout le Mali aussi a les moyens de soutenir des groupes dans des pays voisins. Et si on s'engage dans ce cycle-là, est-ce qu'on n'aura jamais la paix? C'est une menace? Non, ce n'est pas une menace, c'est dire que seulement que si on veut la paix, il faut que, comme on le dit dans la Bible ou dans le Coran, il ne faut pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc le voisin n'a pas été suffisamment, on va dire, sincère dans la relation, en gros. Non, le voisinage, il faut qu'on sorte de la duplicité et de tous ces concepts. Je crois qu'on est des voisins, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et il ne faut pas que nous ayons la main pour déstabiliser les pays ou aider les gens qui s'inscrivent dans une politique de partition de nos pays. Quel est l'intérêt de l'Algérie de déstabiliser Ça, il faudra poser ça aux Algériens. Alors, on a aussi des voisins qui n'étaient pas en parfaite entente avec l'AES, avec les pays de l'AES. Il y a eu des sanctions de la CEDEAO. Le ministre du CIC, qui est le ministre du Togo, appartenait à cette CEDEAO. Est-ce que les relations se sont améliorées depuis? Parce qu'on sait que c'était tendu. On a même menacé d'aller faire la guerre au Niger, dans la CEDEAO. Vous qui êtes de la CEDEAO, est-ce que les choses s'arrangent? Est-ce que de plus en plus, on se parle ou on est toujours dans cette situation tendue? Non, mais de toutes les façons, comme vous le saviez, le Togo a toujours prôné le dialogue. Donc nous, dès le départ, nous avions souhaité que non seulement il faut qu'il y ait le dialogue entre nous, comme pays de l'espace CEDEAO, et entre le Togo et les pays de l'AES. Donc aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, je crois que après la sortie définitive des pays frères de l'AES de la CEDEAO a commencé à discuter avec On discute aujourd'hui calmement? Je pense que oui. Je pense qu'il y a une discussion pour qu'il y ait une séparation à l'amiable
S'il faut confirmer la séparation, qu'elle soit à l'amiable, c'est ce que je sais. Mes collègues sont là pour le témoigner. Mais je crois qu'il n'y a pas de... la phase des tensions est passée, je dirais. Je pense, je ne parlerai pas à leur place, mais la phase des tensions est passée. C'est une phase beaucoup plus apaisée où on peut discuter, on peut dialoguer pour vivre ensemble. Et comme vient de le dire le ministre Diop, nous sommes des voisins, nous sommes condamnés de vivre ensemble. Donc je crois que les uns les autres ont compris qu'il faut, comme on dit dans un français facile, mettre bas la terre pour discuter, échanger et trouver des solutions communes pour chacun. Mais il n'y a pas de de nos pays. risque que le Mali, le Niger, le Burkina reviennent au sein de la CEDEAO? Non, ça, c'est un chemin de non-retour. Donc, il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'AES. Nous voulons naturellement discuter d'entité à entité. Désormais, les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont représentés d'une part, les 3 États par l'AES, d'autre part, les 12 autres par la CEDEAO. D'entité à entité, nous devons travailler ensemble pour regarder comment cette coexistence va être organisée pour préserver les acquis du processus d'intégration qui n'a pas commencé qu'avec la création de la CEDEAO. Depuis les indépendances, il y a quand même des cadres d'interaction de nos pays qui sont en place et nous sommes ouverts à regarder les choses de cette façon et pour préserver l'intérêt de nos peuples. Alors on parle militaire, puisqu'on est dans l'aspect militaire pour l'instant. Quand on regarde, on voit de plus en plus de drones utilisés par ces mouvements. D'où viennent ces drones? Qui donne des drones? Qui arme ces personnes que vous affrontez? Et quels sont les moyens pour que ces armes arrivent dans des endroits qui sont totalement, mais on va dire, pour y arriver, il faut vraiment se démerder. Comment faire pour que ces armes arrivent dans ces endroits-là, Monsieur le ministre? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, dire que qu'est-ce qui a changé depuis que les grandes puissances occidentales sont parties. J'avais parlé tout à l'heure de le fait que nos forces de défense et de sécurité ont gagné en autonomie. Mais on a coupé aussi les sources d'approvisionnement pour les terroristes. Avant, ces gens étaient sur le terrain, c'était eux qui les approvisionnaient en armes, c'est eux qui les approvisionnaient en moyens de déplacement, en carburant, en tout. Mais maintenant, qu'ils ne sont plus là, c'est de plus en plus difficile. Je ne sais pas si vous avez suivi la semaine passée la quantité énorme de carburant qui a été saisie dans la région de Zinder. Ce carburant a été destiné à... Oui, mais on dit aussi qu'ils saisissent des armes sur des camps militaires qu'ils attaquent et ils partent avec des armes assez importantes dans le même temps. C'est-à-dire que désormais, ils s'approvisionnent directement dans les camps qu'ils attaquent. En fait, c'est pour brouiller les pistes. Les armes qu'ils prennent avec nos militaires, je ne dis pas qu'ils ne prennent pas. Ce serait mentir de dire qu'ils ne prennent aucune arme sur nos militaires, mais ces armes sont connues. Les armes qu'ils utilisent, nos forces de défense ne les ont pas. Ce ne sont pas les mêmes types d'armes. Si vous prenez le type d'armes aujourd'hui qu'ils utilisent, c'est des types d'armes que nos armées n'ont jamais possédées. Donc dire que ce sont des armes qu'ils prennent sur nos militaires, c'est faux. Mais d'où viennent les armes? Ces armes viennent, je vais vous dire, très franchement, d'après nous, les renseignements que nous avons, il y a 2 sources. La principale, c'est la complicité de certains pays africains, à travers lesquels ces armes-là sont introduites. Soyons clairs, on est dans un magazine qui s'appelle Parlons vrai, on essaie de parler pour de vrai. Ici, il n'y a pas de censure. Quand vous dites certains pays africains, vous pensez à quel pays qui fournirait des armes à des terroristes pour s'attaquer au pays de l'AES? C'est pas que ces pays-là fournissent des armes, mais ils facilitent. Ceux qui fournissent les armes, on les connaît, c'est des pays comme la France. C'est eux qui financent, qui fournissent les armes. Vous avez des éléments qui montrent ça? Oui, nous avons des éléments, nous avons des preuves. On a même eu à confondre la DGSE française. Et les drones ukrainiens. L'Ukraine revendique publiquement son soutien au terrorisme. La France le réclame aussi publiquement. Ils ont dit qu'ils vont s'adonner à des actions de déstabilisation. Donc, on n'a même pas besoin de perdre de l'énergie pour prouver que ces pays-là participent. Les pays africains, puisqu'on parlait des pays africains qui facilitent donc l'arrivée de ces armes, c'est quel pays? Pour ces pays, nous cherchons encore, nous sommes encore dans des cycles. Parce que vous savez, quand vous êtes dans des situations comme ça, on cherche à arrondir les angles, on cherche à se réconcilier.
Puisque c'est le voisin. Parce que c'est des voisins, on en a besoin. On a besoin de cette réconciliation. Il n'y a personne qui va être en paix seul. Nous ne pouvons pas être en paix sans nos voisins. Donc nous, notre dynamique aujourd'hui, c'est plutôt de chercher à faire en sorte que ces pays-là reviennent à la raison. Donc, ils se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Mais vous n'avez pas envie de dire de nom, je suppose que personne n'a envie de citer un nom ici. Voilà. Hein? Voilà. On ne voudrait pas arriver là, mais ce qui est sûr, ils se reconnaîtront et ils savent que nous sommes en train de faire des efforts. Si aujourd'hui on ne dit rien, c'est dans la perspective qu'ils reviendront à des meilleurs sentiments. Mais si vous avez écouté l'interview du chef de l'État du Niger, le président de la République du Niger, il a fait 3h21 chrono, il en a parlé. Il en a parlé. Et il a donné des exemples précis. Et nous avons des relevés. Voilà, il y a des pays, nous avons eu à faire des rencontres, on leur a donné des preuves. Ils ont promis de nous revenir, ils ne sont jamais revenus. Donc, ce qui fait que c'est d'abord la complicité, et puis ils le font directement, parce qu'ils ont les moyens, ils ont des moyens de transport aérien. Nous ne maîtrisons pas encore totalement notre espace aérien. Ils déplacent les djihadistes d'un endroit à un autre. Vous savez, avant, quand vous partez dans la zone de 3 frontières, il n'y avait que les jeunes de la zone de 3 frontières. Mais maintenant qu'ils ont vu que ces jeunes-là, leur limite, parce qu'ils n'ont pas d'expérience requise, c'est d'ailleurs qu'ils prennent les terroristes pour les amener, pour venir les implanter dans la zone. Donc, c'est avec les mêmes moyens qu'il livre ses drones, qu'il livre ses armes aux terroristes. Alors, on sait que la force de ces 3 pays, des régimes qui sont en place dans les 3 pays, a été aussi le soutien populaire dont ont bénéficié les différents pouvoirs qui sont arrivés aux affaires. On sait que les gens étaient dans la rue pour manifester, pour célébrer l'arrivée, que ce soit du président Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré ou du président Tchiani. Aujourd'hui, on a le sentiment que ça s'émousse un peu, non? Est-ce parce que vous n'avez pas organisé des élections? Est-ce parce que les gens se lassent un peu et que c'est difficile? C'est une affaire de narratif. Je pense que ceux qui disent que ça s'émousse, ceci, cela, c'est un peu les officines qui essaient de véhiculer ce genre de choses. L'engagement reste très fort. Dans nos différents pays, c'est vrai, la situation n'est pas facile, elle n'est pas simple. Nous n'avons pas aussi dit que nous allons régler tous les problèmes du jour au lendemain, mais cet engagement populaire et la confiance en nos dirigeants, elle est là, et les efforts qui sont faits sont appréciés. Et je crois que nos populations ont compris dans quel combat nous sommes. Ils ont compris que ce n'est pas des questions d'élection ou de démocratie, etc. Ils ont compris que nous cherchons à nous sortir d'un carcan néocolonial qui nous empêche de posséder nos pays, de faire les choix qui sont dans l'intérêt de nos populations, de sortir de la duplicité de ces partenaires-là. Je pense que c'est toutes ces questions que les populations aussi comprennent que le chemin que nous avons choisi est un chemin difficile, mais c'est un chemin qui va nous amener vers la liberté de nos pays. Pour vous, ce n'est pas une urgence, les élections, alors, Madame la ministre? Monsieur Alain Foka, pourquoi les élections ne sont pas une priorité en Ukraine? Il ne faut pas aussi qu'on soit complexé. Il y a eu des pays du Moyen-Orient, il y a eu ces changements. Personne n'a parlé d'élections. Bon, je pense que nos pays le feront à leur rythme, en fonction des évolutions sur le terrain, dans l'intérêt de nos populations. Nous ne faisons pas pour faire plaisir à X ou Y, parce que justement, certains utilisent ces méthodes pour pouvoir reprendre pied dans nos pays. Nos pays le feront en réunissant les conditions pour le faire, mais qu'on sorte quand même de l'hypocrisie, de la politique de 2 poids 2 mesures. C'est vrai que le président Macron faisait la question à l'Ukraine, quand est-ce qu'ils vont faire l'élection? Quand ils auront posé cette question, qu'ils nous reviennent aussi, on peut en parler. C'est vrai que le président Macron avait fait la réflexion en disant on ne peut pas demander au président de l'Ukraine d'organiser des élections parce qu'il est en guerre. Peut-être que parfois il oublie que vos pays sont en guerre. Alors, c'est quoi ce qu'on peut mettre aujourd'hui au crédit de cette alliance? C'est du point de vue militaire, vous dites vous combattez ensemble. Est-ce que du point de vue économique, vous avez le moyen de vous en sortir aujourd'hui? Est-ce que se construit quelque chose de costaud? Je commence par la monnaie. La monnaie, le CFA. Et la monnaie utilisée dans ces États-là, qui dénoncent ce CFA depuis longtemps, est-ce que vous avez fait des démarches pour évoluer au moins vers quelque chose qui puisse
mais apporter une nouvelle monnaie à l'AES. Je sais qu'il y a eu le drapeau, il y a eu l'hymne, etc. Dans le domaine économique, est-ce que vous avancez? Alain Foucault, nous avançons sur le... Je pense que le frère veut certainement... Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le développement, nous avons des réalisations. Nous avons d'abord une banque qui va naître d'ici octobre. Des directives très claires ont été données par nos chefs d'État. Une banque de l'AES. De l'AES, une banque de développement qui sera... D'investissement. Une banque d'investissement à 100% AES et qui sera dédiée à la mise en valeur des ressources naturelles de nos pays. On ne veut pas c'est des capitaux AES, ça c'est un. Deuxièmement c'est cette banque, nous avons transformé l'ALG, qui est l'autorité de l'Iptako-Gourma, qui est l'ancêtre de la Confédération, nous l'avons transformé en organe d'exécution. Et un travail qui est en train d'être fait, des projets sont là, des projets sur lesquels on nous a fait dormir depuis plus de 60 ans, parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui la situation de nos pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'électricité. Aujourd'hui, quand il y a eu le 26 juillet, chez nous, 70% de l'électricité nous venait du Nigeria. Aujourd'hui, on est à 100% autonome. Au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. À l'heure où je parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. Et à Niamey, il n'y a pratiquement pas de coupure. Quand j'ai quitté Niamey avant-hier, on était à 97. On ne va pas dire totalement ça, monsieur le ministre. Il y a quand même pas mal de coupures encore à Niamey. Non, ça veut dire que quand ça a commencé, c'était des pylônes. Bon, on nous a dit que c'était des pylônes qui étaient vieux. En fait, elles ont été sabotées. Nous avons mis nos moyens. On a envoyé une équipe qui a soutenu le Nigeria pour remettre ça. Pour les remettre. Le jour où on les a remis sur pied, trois autres ont cédé. Ah, c'est du sabotage alors. Voilà. Et au fur et à mesure, nous, on avait accéléré. On avait des dispositifs qui étaient là. Il y a le P5 qui était de 20 mégawatts. On a accéléré la mise en service. On a injecté, on a déconnecté Dosso pour la rendre autonome avec des groupes que nous avons acquis. Donc la production d'électricité que Niamey donnait à Dosso, on l'a réinjecté pour Niamey. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a des coupures, c'est vrai, parce que ce sont des groupes. Les groupes, c'est pas fait c'est fait pour dépanner, je veux dire. C'est pas fait pour fonctionner. Voilà. Il y a de temps en temps, il faut les arrêter pour faire des entretiens, pour faire la vidage, pour faire ceci. Quoique même les pays qui ne sont pas en guerre connaissent des coupures importantes d'électricité. Je crois que c'est l'une des graves maladies sur le continent, en réalité. Voilà. Donc, ce qui fait que tous ces projets-là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler sur les chemins de fer parce que c'est une injustice aujourd'hui de dire que le Niger, qui est un pays enclavé, n'a pas de chemin de fer. Si vous prenez les voies de communication entre nos pays... Justement, j'allais en parler, c'est-à-dire que le fait que, au-delà de la monnaie dont on parlait à l'instant, au-delà de la monnaie, il y a quand même le fait que, est-ce qu'on pense enfin à faire une vraie intégration de ces États-là? Parce que pour aller de Niamey à Bamako, c'est pas gagné, hein? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens pour qu'il y ait une vraie intégration, que les gens se rencontrent, qu'il y ait des échanges? Est-ce qu'on travaille dans ce sens, M. Diop? Oui, on n'a pas eu le temps de développer, mais comme on l'a dit, l'AES est sur 3 piliers, la sécurité, la diplomatie parler d'une seule voix, et le troisième, c'est le développement, aller vers des projets intégrateurs, les projets de route entre les 3 pays, les projets de chemin de fer, les projets d'énergie, comment renforcer la libre circulation. Et les ministres des Finances viennent de se réunir la semaine dernière. Des projets structurants ont été sur la table. Justement, la banque d'investissement est un des moyens de pouvoir financer nous-mêmes à l'intérieur de la communauté ces différents projets. Mais nous sommes conscients qu'il faut créer une économie entre les 3 pays et qui regorge d'ailleurs d'énormes ressources. D'abord notre population, mais aussi les ressources minières et minérales des 3 pays sont énormes. Il faut pouvoir les transformer pour que ceci bénéficie à nos populations dans le cadre de partenariats avec des bénéfices partagés. Est-ce que c'est possible de mettre tout ça en œuvre lorsqu'on a une telle tension de trésorerie qui est absorbée essentiellement par les armements, l'achat des armes? Madame la ministre. Effectivement, on peut analyser la chose sous cet angle, mais je puis vous dire que c'est bien vrai que la priorité des priorités, c'est la lutte contre le terrorisme, mais parallèlement, des actions sont menées pour le développement de
Mais ça grève quand même assez sérieusement un budget où 20-25% est consacré à l'achat des armes. Mais il y a des solutions palliatives. Il y a des niches qu'on a trouvées. Il y a des efforts qui sont faits au niveau des populations, comme je le disais tantôt, le fonds de soutien patriotique. Vraiment, des solutions palliatives sont trouvées pour gérer la situation. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci particulier. On va parler de ça et puis on va parler dans la seconde partie, puisqu'on arrive au terme de cette première partie, de la coopération régionale. Parce qu'on a le sentiment, quand j'écoute régulièrement, que l'AES, il n'y a pas eu tant que ça de solidarité de la part des autres États. Hein. On n'a pas l'impression que les autres États africains se soient investis en disant c'est peut-être un exemple qu'on doit suivre qui va peut-être nous permettre d'atteindre notre souveraineté. Est-ce que je pêche quand je dis ça, Robert Ducet? Peut-être un peu, je dirais. Mais évidemment, comme Togolais, moi je dirais, et vous le saviez très bien, que la coopération entre le Togo et les pays de l'AES. Non, je dis hormis le Togo qui fait exception dans ce domaine-là, oui. Puisque le Togo est celui qui a mouillé le maillot véritablement pour se mettre à leur côté. Mais je n'ai pas eu le sentiment que beaucoup d'autres États africains aient financé à un moment donné cet effort de guerre. Bon, peut-être que les collègues de l'AES vont le dire, ils sont mieux placés que moi, je n'en sais pas grand-chose. On en parle dans la seconde partie de ce magazine, puisque nous arrivons au terme de cette première partie. Nous parlons vrai. Le rendez-vous, la tribune d'Afromédia, qui s'est donné pour mission d'évoquer, de débattre sans tabou de toutes les convulsions de notre planète. On se retrouve donc dans quelques secondes pour la suite, la seconde partie de ce magazine, juste après une courte page de publicité. Je rappelle que si vous souhaitez vous aussi communiquer sur nos plateformes, prenez contact via le lien qui s'affiche. On se retrouve juste après ceci. À très vite. 1885-2025, 140 ans déjà que 14 puissances européennes et américaines décidaient de se partager l'Afrique pour leurs propres intérêts, en divisant des familles, en séparant des tribus, en opposant des voisins. 140 ans après, au-delà des jérémiades et des dénonciations, qu'avons-nous fait pour que cela ne recommence pas? Avouons-le, presque rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de projet, pas d'objectif commun, pas de stratégie. Si chaque matin, vous sortez de chez vous sans destination, vous n'arriverez évidemment jamais nulle part. Chacun peut vous balloter, vous trimballer selon ses propres intérêts. C'est peut-être le moment de travailler à définir notre futur. C'est à cela que Mansa vous convie tous à Lomé du 26 au 28 juin 2025 pour repenser, transformer l'Afrique et inspirer le monde. Il faut arrêter d'attendre un Messie qui le fera à notre place. C'est à nous de nous en charger. Pour être de la partie sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com. Ils ont choisi de renvoyer chez eux les armées françaises et européennes qui combattaient à leur côté sur leur territoire contre le terrorisme depuis une dizaine d'années. Faute de résultats positifs, ils leur ont demandé de partir malgré leur réticence. Ils ont accepté de braver les institutions sous-régionales et continentales qui les avaient exclus de leur rang après les coups d'État militaires qu'ils ont perpétrés dans leurs pays respectifs. CEDEAO, Union africaine, contre vents et marées, malgré les sanctions pour faire face aux multiples agressions extérieures, au terrorisme violent, téléguidé, qui menaçait jusqu'à l'existence même de leur pays, ils ont décidé de s'unir, de mutualiser leurs forces, de se mettre ensemble pour constituer une seule entité. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel. 20 mois après la naissance de l'AES, constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, quel bilan peut-on dresser de leur action? Où en est cette confédération qui d'un côté suscite des aigreurs d'estomac et de l'autre de l'enthousiasme dans le cœur de la jeunesse africaine qui y voit une étape dans la lutte pour la souveraineté et l'unité de l'Afrique? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de Parlons vrai. La tribune d'Afromédia qui s'est donnée pour mission d'évoquer et de débattre sans tabou de toutes les convulsions de notre planète. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Second invité de ce plateau, M. Bakary Yaou Sangaré, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Notre troisième invité de ce plateau est Mme Stella Hélène Cabré, la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Burkina Faso, chargée de la coopération régionale.
Quatrième invité de ce plateau de Parlons Vrai, le professeur Robert Ducé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui organise en ce 2 juin 2025 à Lomé le 3e sommet de l'APA, l'Alliance politique africaine, qui est une ambitieuse plateforme d'une dizaine de pays dont l'objectif est de fédérer les nations africaines éprises des idéaux de panafricanisme. Voilà pour notre plateau. Alors, dans cette seconde partie, je souhaite que nous revenions sur un aspect avec lequel on a terminé la première partie, qui est l'aspect solidarité africaine. Autant la jeunesse a soutenu l'AES, autant on a le sentiment qu'en dehors de la jeunesse, les autres États étaient plutôt timides. Est-ce que vous, qui êtes de l'AES, avez reçu un soutien des États africains dans votre bataille? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des États qui vous appellent en vous disant « on met ceci à vos dispositions » ou pas? Abdoulaye Diop. Oui, on ne veut pas citer de noms pour ne pas nous créer plus d'ennemis, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des États de la région avec lesquels nous entretenons des relations amicales cordiales aujourd'hui. Même des États membres de la CEDEAO, la configuration géopolitique a changé. Il y a de nouveaux dirigeants qui sont venus, qui ont des approches plus réalistes. Ce n'est pas que le Togo seul, mais je crois que nous avons d'autres qui sont là. Le Ghana, par exemple. Nous n'attendons pas nécessairement des appuis matériels des X et Y, mais qu'on nous traite avec respect, qu'il y ait un engagement responsable. Mais comme vous l'avez dit, autant nous pouvons avoir des difficultés avec certains dirigeants de certains pays, au niveau des populations africaines, les causes que nous portons sont partagées par beaucoup de populations de ces pays qui s'identifient aussi aux difficultés que nous traversons. Et aujourd'hui, ces regains pour l'intégration de l'Afrique, la solidarité africaine, sont des éléments qui nous réconfortent grandement. Et je pense que nous ne nous attendons pas nécessairement à des appuis. D'ailleurs, l'Afrique, c'est connu. Quand des pays africains ont traversé des difficultés, on a toujours regardé ailleurs. La solidarité s'est rarement manifestée, où l'Afrique a toujours pensé que c'était à d'autres de s'occuper de ces problèmes-là. C'est vrai qu'on a souvent le sentiment qu'on attend que ce soit les autres qui viennent résoudre leurs problèmes, non, Robert Ducé? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on attend, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est avec l'éveil des consciences de notre responsabilité en tant qu'Africains, que dès lors que nous avions un voisin, une voisine, un frère, une sœur, comme on le dit souvent en Afrique, en difficulté, il faut forcément le venir en aide. Et c'est d'ailleurs... Mais ça reste très théorique parce que pour l'instant, on a le sentiment que chacun regarde un peu ses chaussures. Lorsque le moment arrive, personne ne réagit. Je n'ai pas le sentiment, je me trompe peut-être, d'avoir vu livrer des armes ou d'avoir apporté une contribution au Mali, au Niger ou au Burkina de la part des autres États, à part le Togo dont on parle. Aujourd'hui, il y a certains États qui commencent à rétablir une certaine diplomatie. On a vu le Premier ministre Sonko et le président Diomaye Faye du Sénégal. Mais on a le sentiment que ça s'arrête à des choses très légères. Monsieur le ministre. D'abord, moi, je voudrais dire que ce sentiment, cette solidarité, d'abord, si on prend du point de vue des Africains en général, plus individuellement, nous avons beaucoup de fonctionnaires internationaux qui travaillent dans les organisations internationales. Quand ils viennent, on les reçoit, ils nous disent en off que nous sommes de cœur avec ce que vous faites. Mais nous représentons des institutions au sein desquelles nous ne pouvons pas exprimer nos points de vue. Et ce sont des Africains. Et ça réconforte. Il y a beaucoup de responsables africains lors de nos rencontres. Même dans les pays, même, je vous dis, même les pays qui nous sont clairement hostiles, il y a des responsables, quand on les rencontre dans les forums, ils nous disent clairement, nous savons que ce que vous faites, c'est très louable. Nous savons pourquoi ça ne deviendrait pas officiel? Parce qu'ils ont peur. En fait, ils sont dans un système, et le système a une position officielle contre laquelle c'est comme moi aujourd'hui, si je suis dans un gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale. S'il y a une action qui est prise, même si je ne suis pas d'accord, je suis obligé d'être solidaire. Donc, ce sont ces genres de contraintes qui font qu'ils ne sortent pas clairement pour... Maintenant, si on revient au niveau des pays, nous, au niveau du Niger, à notre niveau, en tout cas, nous avons reçu des soutiens. Je ne vais pas citer peut-être le pays, mais il y a une centrale qui a été construite gratuitement, qui a été mise à notre disposition. Et c'était suite à une démarche que nous avons entreprise au niveau de ce pays. On n'avait pas demandé, on était parti vers ce pays-là. On avait 3 demandes. On est revenu avec 4 solutions. Pourquoi vous ne citez pas le pays? Qu'est-ce qui fait qu'on cite le Maroc.
Je peux le dire. Voilà, le Maroc, moi j'étais parti, même dernièrement, on a été reçu par le roi. Est-ce que, le Maroc ne joue pas le contrepoids de l'Algérie du fait de leur, on va dire, opposition quasi séculaire? Nous, ce qu'on retient, c'est que le Maroc, c'est un pays qui porte l'Afrique et le Sahel en particulier dans son cœur. Le roi. Et il a été au Niger, il ne s'est pas arrêté à Niamey. Il est parti à l'intérieur. Et ce n'est pas la première fois que le roi manifeste, que Dieu le garde, manifeste sa solidarité, sa compassion. Ça n'a rien à voir avec l'opposition avec l'Algérie? Non, non. À mon avis, non. Puisque de tout le temps, ça a toujours été comme ça, le sentiment que le roi nourrit vers le Niger. Quand nous sommes... Moi, j'étais parti pour une réunion qui n'avait rien à voir avec le Maroc, mais qui était abrité, qui était organisée à Marrakech. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a demandé à me voir. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. On avait 3 demandes. Le Maroc nous a offert 4 solutions. Finalement, c'est un pays du Maghreb, voisin, c'est un pays du Maghreb qui vous aide, mais quand on regarde au sud du Sahara, en dehors du Togo dont on a parlé, les autres ont l'air d'avoir tourné le regard. Oui, parce que, en fait, vous savez, c'est, à mon avis... Peut-être qu'il faut qu'on se parle vrai, parce que... À mon avis, il y a deux raisons. La première, pour certains, c'est la logique de la CEDEAO. Ils sont dans la CEDEAO, voilà son point de vue. Il faut rester fidèle aux positions de la CEDEAO. Et certains, ce sont les injections de la France, il ne faut pas se le cacher. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans la CEDEAO, qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait parce qu'il y a des injections françaises, il y a des injections américaines. Quand je parle d'Amérique, là je parle de l'ancienne administration. La nouvelle administration, nous n'avons pas encore eu le temps de vraiment juger de ce qu'elle fera pour nous, de ce qu'elle fera pour la... Mais l'ancienne administration, je peux clairement le dire qu'elle est hostile, elle joue le jeu de la France. C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à demander le départ. Mais il s'est passé quand même du temps. Il s'est passé quelques années depuis cette histoire. Les relations se sont améliorées avec certains pays du Nord ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de, on va dire, encore qu'on ne le classe pas dans le même bloc, est-ce qu'en dehors de la Russie avec qui vous avez des relations, il y a des pays d'Europe, il y a des pays d'Amérique avec qui vous avez de nouveau des relations qui soient à peu près correctes? Aujourd'hui, naturellement, la configuration change, il y a plus de réalisme. Il y a une dizaine de jours, j'étais à Berlin, on a eu les échanges avec notre homologue, avec beaucoup de responsables, y compris le secteur privé qui a exprimé une volonté de travailler avec nos pays. Ça, c'est une avancée, c'est une avancée, mais l'Allemagne n'est pas seule. Aujourd'hui, les uns et les autres viennent à un réalisme, l'Italie, l'Espagne, d'autres pays viennent et travaillent sur la base des principes que nous avons établis. Et je pense que ce ne sont pas aussi les seuls. Vous avez le sentiment que ça se fissure, ce grand bloc européen qui condamnait de façon globale? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, en raison de la géopolitique, chacun se dit je vais y aller à nouveau je crois que la France voulait européaniser son problème avec le Sahel. Elle a réussi à un moment, mais c'est fini ça. Nous, par exemple, au Niger, on a repris l'ensemble de notre coopération. Même avec l'Union européenne, on a repris. Nous sommes dans des processus de relancement de la plupart des projets qui Vraiment? Oui. Même la semaine passée, je vous dis qu'on attend bientôt une délégation de l'Union européenne qui va venir. Nous avons repris notre coopération avec l'Allemagne, nous avons repris notre coopération avec l'Italie, l'Espagne, la Suisse qui n'a jamais arrêté sa coopération. Tous ces pays-là, il n'y a que la France. Aujourd'hui, moi, je vous dis qu'en ce qui concerne le Niger, il n'y a que la France qui continue à rester... À bouder. À bouder, voilà. C'est également la même situation. Et au niveau des relations bilatérales, nous n'avons pas de problème particulier avec les autres pays. Et la dernière fois, on a reçu même une mission de l'Union européenne, le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, comme si de rien n'était, on repart, on retravaille ensemble. Oui, sur des projets bien précis, des projets bien concrets. Et le discours a un peu changé. Ils sont là pour nous accompagner, mais pas pour nous imposer leurs lois. Pas pour vous aider, comme il disait. Voilà. Et là, c'est vraiment un partenariat bénéfique à tous. Et pour revenir un peu à
aux pays de l'Afrique. Moi, je parle du côté de la coopération. Certains pays de l'Afrique, notamment, bon, je ne vais pas citer le nom, nous ont approchés, ont effectué des missions, des visites officielles, nous ont proposé des partenariats du côté militaire pour intensifier cette coopération et tout. Et nous sommes en train d'étudier le dossier pour voir, d'examiner le dossier pour voir. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas abandonnés. C'est finalement la France qui est la seule perdante dans le coin, qui finalement est celle qui est mise dehors, si je comprends bien. Parce que si vous avez repris la coopération, il n'y a que Paris, finalement, qui n'est pas dans le jeu. Oui, il n'y a que Paris qui n'est pas dans le jeu. Parce que Paris espère pouvoir renverser la situation. Elle essaie de convaincre. Par exemple, pour le cas du Niger, jusqu'ici, notre ambassadeur en France est celle que le gouvernement français reconnaît. Elle occupe encore de façon illégale notre résidence. Elle a pris en otage nos véhicules. Et tout ça parce que la France fait comprendre que la situation va changer, elle va renverser le régime. C'est un feu de paille, ça va pas perdurer. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et c'est que sûr, nous, rien ne nous surprendra du côté français. Ce qui nous surprendrait aujourd'hui, ce serait de reprendre la coopération avec la France. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de sincérité dedans. Aujourd'hui, la France sont seuls. Mais certains vous disent que c'est une question de survie. Il faut comprendre. Pour la France, c'est une question de survie. Et avec le Bénin, la France ne peut pas garder sa place sur l'échiquier international sans nos pays. Et avec le voisin béninois? Avec le voisin béninois, nous avons, récemment, je devais recevoir mon frère, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, mais il y a eu des contretemps. C'est lui qui a demandé que ça soit décalé. Mais les relations se sont apaisées ou pas? Les relations se sont apaisées, bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas de problème avec le peuple béninois. Nous avons des problèmes avec l'exécutif béninois. Avec le président Talon. Voilà. Parce que nous avons la certitude, nous avons les preuves que les Français sont au Bénin. La dernière attaque qu'il y a eu, les armes qui ont été... Sur le fleuve? Non, pas sur le fleuve, au Bénin. Au Bénin. Où il y a eu, voilà. Ah oui, au Bénin. Voilà. Mais allez-y voir dans cette zone-là qui il est maintenant. Allez-y vérifier qui est dans cette zone. Donc, ce qui fait que c'est deux discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours où on montre aux gens que le méchant, c'est l'autre. Il ne veut pas parler, ils sont renfermés, voilà. Et un discours de l'autre, quand vous regardez, on voit tout ce que ces pays-là font pour faciliter la tâche aux Français. Moi, je ne dis pas aux terroristes, bien que c'est lié. Mais aux Français, ce sont des injonctions françaises. Ce sont des injonctions et nous avons des preuves. Ce ne sont pas que des paroles. Nous avons des preuves. Mais souvent, on reproche, lorsqu'on dit nous avons des preuves, on ne les voit pas. Est-ce que ce n'est pas plus simple de montrer les preuves à tout le monde, de les diffuser pour que chacun voit que c'est une vérité? Mais c'est que notre président a dit, avant-hier, je vous dis que le président a parlé 3 heures. Il a donné des preuves, il a donné avec des précisions des noms des gens, des Français qui sont impliqués, d'autres nationalités africaines qui sont impliquées, le type d'armes, des précisions sur tout ce qu'il a avancé. Ce ne sont pas que de dire. Donc c'est suffisamment de preuves. Alors, on sait qu'un pays, c'est des échanges avec ses voisins, c'est des échanges avec l'international, etc., etc. Est-ce qu'un pays peut vivre en autarcie? Parce que là, finalement, ce n'est pas évident, ce que vous vivez. Mais qu'est-ce que vous appelez autarcie? On n'a pas dit qu'on est en autarcie. On est dans un espace où il y a des problèmes politiques avec certains dirigeants de la région. On est sortis, on s'organise entre nous. On peut établir des relations de collaboration, de facilitation des échanges avec les autres pays. La porte n'a pas été fermée à ça. Et aussi, il faut reconnaître que ce n'est pas une question d'autarcie, il y a une interdépendance de nos pays. Ce n'est pas que nos pays dépendent des pays côtiers, mais on est interdépendants. Donc on va travailler dans le sens des intérêts mutuels. Je pense que personne ne nous fera de cadeaux non plus. Donc ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux.
Donc c'est cette réalité qui s'impose à nous pour qu'on puisse travailler. Il y a des pays comme le Togo qui n'a jamais fermé ses ports, ses infrastructures à nos pays, qui a maintenu des échanges avec lesquels nous comptons. Mais est-ce que la situation n'est pas un peu doublée, la difficulté n'est pas doublée par le fait que vous êtes des pays de l'Interland, vous n'avez pas accès à la mer, et que finalement la seule mer qui vous est offerte, c'est celle du Togo. Mais la Suisse est un pays enclavé. Je pense que ce n'est pas une condamnation à mort. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans nos pays, tous les ports autonomes ont des représentants dans nos pays. C'est eux qui sont en compétition. Ces pays se sont endettés pour mettre des infrastructures dans leurs ports sur la base de nos marchés. Donc moi, je crois que la réalité économique prévaudra. Nous ne demandons de la charité à personne. Voilà. S'il y a des intérêts communs, nous allons travailler ensemble parce qu'il y a des systèmes économiques et commerciaux qui se sont mis en place qui vont nous obliger à travailler parce que chacun a un intérêt dedans. Nous produisons des choses qui les intéressent. Eux, ils ont des facilités qui nous intéressent. On va travailler dans le sens de l'intérêt mutuel. Le problème se situe à des niveaux politiques. Mais nous espérons que le système économique, d'ailleurs progressivement, plusieurs pays viennent. Le Ghana était chez nous récemment, on a discuté pour eux, CEDEAO ou hors CEDEAO, il n'y aura pas de changement. La Guinée, la même chose, le Sénégal. Donc, je pense que surtout que la Guinée est quand même toujours restée ouverte par rapport au Mali. Et le Sénégal aussi. Le Sénégal aussi. Plusieurs pays, donc l'autarcie dont vous parlez, c'est dans l'esprit. Oui. Et l'autarcie dont vous parlez, moi je pense que sortir de la CEDEAO, ce n'est pas de l'autarcie, c'est plutôt une affirmation de notre souveraineté. C'est quand même un courage de le faire, d'oser, de sortir de la CEDEAO et dire que nous voulons essayer autre chose. C'est plutôt une affirmation de notre souveraineté. Et puis quand on parle de l'Interland, on n'ira pas très loin jusqu'en Europe pour chercher. L'Éthiopie fait partie même des BRICS. C'est un pays enclavé. Ça n'a pas empêché à ce pays-là de se développer. Moi, je pense que c'est quelque chose que les gens ont toujours considéré comme un handicap, mais que nous allons essayer de transformer en avantage. Je ne vais pas revenir sur ce que Diop a dit. La compétition, c'est de l'autre côté, ce n'est pas de notre côté. Donc, on va le faire, on va tout faire pour que ce handicap-là soit plutôt transformé en avantage. Robert Dussé, quand on regarde ça, vous êtes en bord de mer, vous avez une ouverture sur la mer. Est-ce que l'ensemble de ces pays dont on parle, ceux de la CEDEAO avec lesquels vous êtes, pensent comme ils le disent, c'est-à-dire que eux, c'est une clientèle, c'est un marché qu'ils doivent conquérir? Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de dire ils sont enclavés, nous sommes au-dessus, ils ont besoin de nous? Non, pas du tout. On n'a jamais eu cette intention. D'abord, l'intention première, hein, la décision du Togo de garder le dialogue avec les pays de l'AES, c'est d'abord une décision politique. C'est une décision du président Faure Gnassingbé de discuter avec les pays. Donc c'est une posture politique et qui, dans les faits aujourd'hui, nous permet de travailler avec nos frères et sœurs de l'AES et de voir que sur un plan économique, il y a aussi un gain dans ce sens-là. Donc, de la décision politique, évidemment, il y a des intérêts économiques et financiers. Nous avions un port, le port autonome de Lomé, est le seul port non profond naturel, de tout le golfe de Guinée d'ailleurs, je dis le port non profond naturel. Et avec un port pareil, nous avions des infrastructures, nous pouvions laisser ce port ouvert pour desservir les pays, nous le faisons. Donc là, c'est le domaine économique, il y a des prestataires, il y a des sociétés qui travaillent dans le port, dans chacun dans tous les pays, donc ils font du business. Donc il n'y a absolument pas de problème là-dessus. On ne se sent pas au-dessus, il n'y a jamais eu du côté togolais, non, il n'y a jamais eu du côté togolais un sentiment de supériorité de quoi que ce soit, mais il y a un esprit réel de solidarité qui a d'abord une origine politique et qui naturellement, parce que on ne peut pas vivre sans économie, l'économie fait partie de notre quotidien, l'économie suit ce mouvement. Alors pour nous qui regardons l'AES, on a toujours une boule au ventre parce que tous les jours on nous apprend qu'il y a des risques, que les choses se détériorent, qu'il y ait des tentatives à l'intérieur. Est-ce que vous qui êtes à l'intérieur, il y a des menaces sur le régime? Chaque jour, on entend une tentative de coup d'État par-ci, un risque qu'à l'intérieur, on ait infiltré le mouvement. Madame la ministre, on entend beaucoup ça lorsqu'on parle du Burkina. Est-ce qu'on doit avoir peur pour le président Ibrahim Traoré? Bien sûr.
Et je puis vous dire que c'est une réalité, c'est une triste réalité. Mais comme je l'ai dit, la population a adhéré à la nouvelle vision et les gens sont prêts au sacrifice pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Le grand nombre? Le grand nombre. Parce que si vous avez suivi il y a à peu près un mois, il y a eu des soutiens un peu partout, hein, à Ouagadougou, dans les différentes villes. Et même à l'international. Voilà. Le soutien au président Ibrahim Traoré. Donc, c'est pour vous dire à quel point, présentement, ces idées... Les gens y adhèrent. Mais les gens ont adhéré vraiment à sa nouvelle vision. Et comme il donne l'exemple, il est là pour la masse populaire. C'est vraiment cet objectif qu'il vise. Donc, les gens ont adhéré, les gens le soutiennent et les gens sont prêts au sacrifice. Les gens de ma génération se souviennent de Thomas Sankara. Exactement. Il était très soutenu. Tout le monde avait l'air de dire c'est la personne, on l'aimait, on sait comment ça s'est terminé. Doit-on avoir peur? Parce que tout le monde semble avoir adhéré et on se dit oui, mais dans le même temps, il y a des tentatives de putsch tous les jours. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir finalement raison de lui? Il est suffisamment protégé aujourd'hui? Le peuple le protège? Bon, les tentatives, on en aura toujours. Mais comme je l'ai dit, des dispositions sont prises pour quand même sa sécurité. Et sur ça, je pense que il ne badine pas là-dessus. Donc, par rapport à sa protection, je pense que C'est peut-être pour ça que quelqu'un a pu dire, ça a choqué la planète entière, quelqu'un a pu dire qu'il utilise l'or du Burkina pour se protéger. Mais là, c'est archi faux. Parce que tout est transparent présentement. Tout ce qu'on mène comme activité au niveau des sites miniers, tout est traçable. Et tout est suivi, et la population même suit. Donc, c'est pour dire que ce sont vraiment des histoires qui ne tiennent pas la route. Surtout que c'est lui qui a constitué la réserve, parce qu'il n'existait pas cette réserve d'or jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai. Mais les choses sont gérées quand même assez clairement. De façon très transparente. Exactement. Mais franchement, Alain Foucault, quelle est la légitimité des gens qui ont renversé le colonel Kadhafi, qui sont à l'origine du désordre que nous vivons, qui viennent avec un tel cynisme encore nous dire pourquoi vous utilisez vos ressources pour vous défendre? Quelle est leur crédibilité? C'est vrai. Les Américains autre chose que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre d'information. La guerre n'est pas seulement une guerre des armes. Nous sommes dans une guerre d'information. Il y a beaucoup de fausses informations, de manipulations, à travers les réseaux sociaux, à travers des organes de presse que nous avons proscrits chez nous. Et on fait croire, d'abord pour créer des dissensions au sein même de l'armée, en essayant de les opposer. Souvent, c'est des corps ethniques qu'on utilise, souvent c'est des... Et aussi, on fait en sorte de fragiliser la décision populaire, faire en sorte que les gens n'aient plus confiance, soulever la population. Même toute cette misère qu'on fait vivre à nos populations. Le fait aujourd'hui, approvisionner nos pays, c'est un véritable défi. Il faut faire des convois. Les convois, ce n'est pas de 10-20 véhicules, c'est des convois de 10 km qui vont engager 500, des fois 800 hommes, 500 hommes. Or, ces hommes, on a besoin d'eux quelque part. Donc, toutes ces difficultés qu'on essaie pour rendre la vie chère. Mais allez-y, vérifiez, le président l'a dit avant-hier, aujourd'hui, le sac de riz et son prix par rapport à la situation avant le 26, le sac de maïs. Malgré tout, l'État arrive à faire en sorte que le coût de la vie ne soit pas grévé autant que ça. Et tout ça se fait partie de la stratégie. Soulever la population, soulever l'armée, créer la... C'est pour ça qu'on demande jusqu'à quand est-ce que vous allez tenir. C'est ça la crainte. C'est-à-dire... Il y a une période, moi à mon avis, il y a une période. C'est-à-dire qu'ils vont faire flèche de tout bois, mais à un moment ça va s'arrêter. C'est clair. Mais Alain, si on lâche... je crois qu'on ne doit même pas essayer de répondre à cette question. J'avoue que depuis des années, notre durée de vie se compte en semaines et en mois. Chaque fois, on nous dit ils vont pas tenir 3 mois. On leur donne 6 mois. On est là, le peuple est résilient et ceux-ci ne sont pas le bon Dieu. Et nous allons continuer à avancer. Ils vont continuer aussi leur complot au quotidien. Alors, le grand public a envie de savoir parce que la rumeur vient à elle et elle vient souvent de l'intérieur, la rumeur.
Elle est déstabilisante, comme l'a dit le ministre. C'est une stratégie, c'est une guerre et chacun a sa stratégie. Dans le même temps où on parle du Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré connaîtrait beaucoup de tentatives de putsch, et madame le confirme, au Mali aussi, on dit ils sont divisés, est-ce qu'ils s'entendent, est-ce que les généraux s'entendent, est-ce qu'on doit avoir peur qu'entre eux il se passe quelque chose? Est-ce que vous êtes serein là-bas, au Mali? C'est ce que demandent les Africains. Ils ont envie d'être sereins parce qu'ils sont nombreux, des millions derrière ce mouvement qui pour eux représente la démarche de la souveraineté du continent. Donc ils sont un peu regardants en se disant, est-ce qu'on peut être serein avec ces gens-là qui dirigent le pays, qui ne sont pas menacés? Alain Foucault, vous êtes journaliste. Oui. Ça, ce sont des techniques de manipulation qui visent à envisager, à penser des situations et à penser que ça va se produire parce qu'on l'a prédit. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce que nos équipes travaillent ensemble dans la confiance. Vous avez entendu l'autre jour l'interview du ministre de la Défense du Mali, à qui on prend des interviews. Il a absolument clarifié la relation. Il n'y a pas de nuage à ce niveau. Mais ce qui est dans la tête d'autrui, ou ceux qui veulent qu'ils se produisent, qu'ils ont envisagé, Dieu préservera notre peuple de ce type de cataclysme. Mais je pense que nous ne tombons pas dans cette manipulation. Je pense que nos populations aussi ne tomberont pas dans la manipulation parce qu'ils comprennent qui est à la manœuvre. C'est la même chose au Niger. Oui, on a fait circuler ces informations. Mais c'est comme l'a dit le ministre Diop. Vous savez, nous au Niger, la technique qui a été adoptée, c'est de se parler. Le CNSP se réunit tous les jours. Et ça permet de mettre à plat. Et il n'y a aucun sujet tabou. Donc toutes les informations, même si vous n'en parlez pas, vous qui êtes le concerné, quelqu'un l'a lu sur les réseaux sociaux. Et il va mettre ça sur la table et les militaires en parlent. Et ça permet de tout de suite d'être au même niveau d'information, de déjouer toutes ces tentatives pour mettre... Vous avez vu comment tout ce qu'ils ont fait pour salir nos officiers, des gens qui ont donné leur vie pour ce pays. Et les gens sont partis sur les réseaux sociaux, ils les ont vilipendés. Mais le truc, c'est qu'entre eux, ils parlent. Et le CNSP parle aussi avec le gouvernement. Je me rappelle une fois, il y avait un truc comme ça. Quand j'étais parti voir le président, il m'a dit bienvenue au club. Donc, c'est pour dire que des trucs comme ça, et ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet aujourd'hui sur les militaires. On sait que ce sont des techniques de diversion, des techniques pour monter les hommes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est une guerre d'usure. On le sait, c'est clair. Avec la Guinée, ça a duré plus de 60 ans quand la Guinée a dit non à la France. Et on ne pense pas on n'est pas, comment on dit, on n'est pas naïf pour croire que la France va nous lâcher de sitôt. La France, elle fera tout pour nous garder sous sa domination. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes déterminés. Et même si l'équipe actuelle qui est là, la France arrive à la destituer ou à les tuer, ou n'importe quel scénario, la France ne pourra plus faire comme avant au Niger. Ce n'est plus possible. Les esprits ont changé. Les esprits ont changé, c'est clair. Vous voyez la jeunesse là, c'est un atout pour nous. Et pour confirmer ou infirmer, corroborer ou infirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, quand il s'agit de soutien, allez-y voir comment les gens se bousculent pour entrer dans l'armée. Parce que les gens pensent qu'il n'y a rien au bout, c'est la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent de plus en plus. Aujourd'hui, je vous dis qu'on n'a jamais recruté autant que ces dernières années. Et on n'a jamais pu... tout, partout, dans le pays. On n'arrive pas à épuiser le stock. On n'arrive pas à... Il y a un vrai engagement alors contre... les autres. Absolument. Et quelqu'un qui va dans l'armée, il sait pourquoi il va. Il sait que c'est le sacrifice ultime. Pourtant, ils y vont. On n'arrive même pas à épuiser le stock. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Les gens, ce qu'ils ont envie des scénarios qu'ils imaginent là, ils vont attendre longtemps, à mon avis. Ils vont attendre longtemps. Oh. Alors, à quand l'élargissement? À quand l'élargissement et par qui? Robert Ducé, on vous a entendu dans une interview quelque part dire peut-être que le Togo va bientôt. Est-ce que c'est une réalité ou bien vous avez dit le fond de vos pensées,
tout simplement. Non, j'ai été clair. Hein. Je crois que, bon, si vous parlez d'élargissement, il faut demander ça aux frères et sœurs de l'AES. Mais bon, le Togo est un pays qui est un pays ami de l'AES. Nous l'assumons. Nous sommes solidaires à leur lutte. Nous sommes solidaires au peuple de l'AES et nous travaillons avec les pays de l'AES. Donc c'est ce que nous faisons. Il n'y a vraiment pas de problème. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment l'AES n'est pas fermé, puisque le traité de l'AES a prévu des possibilités d'adhésion. Donc sur le plan juridique, c'est possible. C'est une décision politique. Le Togo est un pays partenaire, est un allié de nos pays avec lequel nous souhaitons entretenir ou en tout cas maintenir une relation privilégiée. Il y a un dialogue en cours pour voir comment nous pouvons maintenir ce travail. Mais le Togo travaille la main dans la main avec nos pays et nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude au Togo qui a été pratiquement le premier ou le seul à maintenir le dialogue avec nos pays, à marquer sa solidarité et en retour, nos pays souhaitent que nous puissions entretenir toujours des relations de confiance avec ce pays et nous espérons que nos chefs d'État, le moment venu, apprécieront les pas qui sont nécessaires à faire dans ce sens. Alors, et pour compléter ce que le frère Diop a dit en concernant l'élargissement, ce n'est pas fermé. Mais on ne va pas permettre à n'importe qui de venir, c'est clair. Parce que nous savons qu'il y en a, quand ils vont venir... C'est pour le désordre. C'est pour le désordre. C'est pour nous parasiter, comme ils ont parasité les autres organisations. Ces pays-là se reconnaîtront. Et nous n'allons pas. Et c'est pourquoi on n'a pas encore parlé des critères, mais on va le faire. Quels sont les critères d'adhésion? Mais ce qui est sûr, c'est que... on va pas... C'est pas un supermarché. Voilà, c'est pas un supermarché. Voilà. On ne laissera pas les gens venir parasiter notre affaire. Non, on ne laissera pas ça. Ah ouais, on ne fera pas ça. Justement, il y a un cadre, et c'est ce qui permet qu'on soit là aujourd'hui, qui permet finalement aux pays comme vous qui êtes exclus d'un certain nombre d'organisations de vous retrouver, qui est l'APA. C'est quoi le but de l'APA, finalement? L'Alliance politique africaine est d'abord et surtout une plateforme informelle pour le moment. Pour le moment. Oui, c'est une plateforme informelle indispensable pour nos pays parce que nous nous réunissons dans plusieurs forats, mais nous ne prenons jamais le temps de discuter des questions existentielles, je dirais, du continent africain. Donc c'est pourquoi nous avions créé... Des stratégies. Stratégiques, oui. Nous avions créé cette alliance et nous avions, je crois que la réunion d'aujourd'hui, c'est la première réunion où il y a eu un élargissement, hein, parce que nous sommes à 21 pays. Dans le Soudan? Dans le Soudan, les Seychelles, oui. Pour discuter avec ces pays et partager nos idées avec ces pays. Alors, ce qui est remarquable, c'est la liberté de ton. C'est-à-dire, j'ai vu d'autres lieux où on parle de façon très empoulée. Bon, là, ça y allait pour de vrai. Oui, ce n'est pas une organisation, c'est un espace de dialogue, d'échange sincère, parce qu'il faut reconnaître qu'autant nous reprochons la sincérité à certains de nos partenaires, mais parfois entre nous aussi, on n'est pas sincère. Mais au moins, on se dit qu'au sein de l'Alliance politique africaine, il faut être sincère, on discute de tous les sujets, on pose les sujets, on discute, et puis on verra comment on va travailler ensemble autour de ces sujets. Ce qui permet aussi de retrouver ceux de l'AES présents et très présents. Oui, et puis il y a un fait qu'il faut souligner. Le principal acquis, hein, on va parler de... la force unifiée, le principal acquis de l'AES, c'est la liberté de parole. Et c'est énorme. Parce que ce que je suis en train de dire, à un moment, si un ministre de l'Affaires étrangères le dit, il ne rentrera pas à Niamey, ministre des Affaires étrangères. Et à mon avis, c'est aussi ça qui caractérise l'APA. J'ai envie qu'on termine sur une note qui est souvent venue vraiment terminer là-dessus. On reproche beaucoup la violation des droits de l'homme à l'AES. Des gens qui se réarrêtent, des gens qui disparaissent. Est-ce que c'est une réalité et est-ce que c'est lié à la situation sur place? Des gens qui disparaissent, en tout cas nous, au Niger, je n'en connais pas. Je sais qu'il y a des gens qui en font un bruit, des bruits avec certaines... Mais nous, on sait où ils sont, et c'est pas les parents savent où ils sont. Tout ça là, fait partie de la technique.
pour la désinformation, pour ce que un moment c'était le Mali au Conseil de sécurité, on a accusé l'armée malienne d'avoir massacré, après c'était les Russes, il n'y avait aucun respect des droits de l'homme. C'est une technique, ça fait partie des techniques. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'il y a des gens qui sont disparus, on ne sait pas où ils sont, ils n'ont qu'à sortir pour donner leur nom. Je sais que chez nous, il y a un ou deux journalistes, mais les gens savent où ils sont. Et ces gens-là, ils savent qu'on leur reproche. On les a pris la preuve dans le... entre autres. Pardon? Un journaliste ivoirien, entre autres. Oui, le journaliste ivoirien qui a été... Mais on sait où il est. Les gens savaient où il était. C'est-à-dire, bon, les gens, pour brouiller les puces, pour salir le régime, ils diront qu'on ne sait pas où il est, on l'a pris, et on l'avait pris avec les preuves à l'appui. Hein. On l'a pris avec les preuves à l'appui. Et il n'y a pas que le journaliste ivoirien. Tout journaliste qui vient au Niger, qui essaie de jouer des actions de déstabilisation, il n'y a pas que les journalistes qui essaient de jouer à la déstabilisation, on ne lui fera pas de cadeau. Ces puissances-là, avant, c'était elles qui étaient sur place, après c'était les ONG, après c'était et maintenant, ils utilisent tout pour pouvoir déstabiliser, on ne se laissera pas faire. Donc, il n'y a pas de personnes... On peut en dire pareil pour le Mali, pour le Burkina? Alain, vous savez, on est dans un environnement géopolitique et sécuritaire assez complexe. Nos pays font face à la menace terroriste, font face à des actions de déstabilisation au quotidien, qui utilisent des groupes armés terroristes, mais qui utilisent souvent des actions de déstabilisation d'autres personnes, y compris des syndicats. Et nos États, nos institutions ont l'obligation de travailler à sécuriser les institutions. Mais il y a aussi la justice, il y a des systèmes en place qui permettent de fonctionner par rapport à cela, et nos pays doivent se défendre par rapport à ces questions. Donc, moi je crois que s'il y a... Il n'y a pas d'arbitraire, ça répond à la sécurité. De toutes les façons, même s'il y a des arbitraires, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, il y a des choses qui se passent, il y a une volonté de pouvoir faire les choses conformément aux textes et aux lois du pays. Et s'il y a des cas qui sortent de ça, mais il y a des voies de recours nécessaires pour pouvoir travailler. Même des personnes qu'on a dit qui sont disparues après, qu'elles sont disparues, après ont été retrouvées, et puis rien de particulier ne leur a été arrivé par rapport à ça. Mais nous sommes dans une situation extrêmement complexe où sur la base de certaines informations qui menacent la sécurité de l'État, nous sommes obligés de prendre des mesures par rapport à ces questions pour mieux comprendre la situation et surtout prévenir l'irréparable dans certains cas. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir en discuter ici. Ça nous a fait plaisir de vous avoir et ça permet de vous entendre aussi parce qu'on ne vous entend pas toujours. Vous êtes au four et au moulin et l'information, le narratif de l'autre prend souvent le dessus sur le vôtre. Il est peut-être temps que chacun prenne ses responsabilités pour expliquer ce qui se passe parce que beaucoup d'Africains croient en vous, voient en vous peut-être le début du changement, le début de changement de paradigme comme on dit aujourd'hui. Bon courage et merci d'être venu. Et à bientôt. Merci. Bon vent à l'AES qui ne doit pas décevoir, qui doit symboliser l'exemple de la souveraineté de l'Afrique. Bon vent également à l'APA, l'Alliance politique africaine, où j'ai remarqué une réelle liberté de ton qui tranche avec les discours très ampoulés, très convenus des autres institutions sous-régionales et africaines. Parlons vrai, c'est terminé pour aujourd'hui. Pensez à nous apporter votre précieux soutien sur notre application Afromédia dont le lien s'affiche sur votre écran. Merci pour votre fidélité et votre accompagnement. Et restez sur notre plateforme pour profiter de nos différents contenus qui traitent de l'actualité, de la culture, de l'histoire de l'Afrique, sans complaisance, mais sans condescendance. 1885-2025, 140 ans déjà que 14 puissances européennes et américaines décidaient de se partager l'Afrique pour leurs propres intérêts, en divisant des familles, en séparant des tribus, en opposant des voisins. 140 ans après, au-delà des jérémiades et des dénonciations, qu'avons-nous fait pour que cela ne recommence pas? Avouons-le, presque rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de projet, pas d'objectif commun, pas de stratégie. Si chaque matin, vous sortez de chez vous sans destination, vous n'arriverez évidemment jamais nulle part. Chacun peut vous balloter, vous trimballer selon ses propres intérêts. C'est peut-être le moment de travailler à définir notre futur. C'est à cela que Mansa vous convie tous
à Lomé du 26 au 28 juin 2025 pour repenser, transformer l'Afrique et inspirer le monde. Il faut arrêter d'attendre un Messie qui le fera à notre place. C'est à nous de nous en charger. Pour être de la partie sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com.